Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodalei. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo livresque. Oui, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et je suis joie de vous retrouver devant ma nouvelle bibliothèque. Pour vous donner une idée, parce que vous vous rendez peut-être pas compte avec ce cadre-là, mais en fait j'ai doublé ma surface de bibliothèque. Et donc voilà, c'est plutôt cool. Si éventuellement un petit bookshelf tour, bibliothèque tour vous intéresserait, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, parce que je sais jamais si ça vous intéresse ou pas. Moi j'avoue, chez les autres c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais peut-être que vous ça vous intéresserait, donc voilà. Si ça vous intéresse, et je me répète beaucoup, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là-dessous. Donc aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous pour vous faire mon point lecture de novembre, donc on est fin décembre, je suis un petit peu en retard, mais entre-temps, il y a eu Montreuil, il y a eu ma crève post-Montreuil, donc voilà, c'est le premier week-end où je peux me poser devant ma caméra. Bref, aujourd'hui, donc, je vous fais mon point lecture de novembre et je vais vous parler des livres suivants. Dans un premier temps, je vais vous parler de Murena, donc c'est la BD de Delaby et Dufaux, et c'est aux éditions d'Argo. Ensuite, je vous parle d'Elinor Jones, d'Algeciras et Aurore Black Cat, et c'est aux éditions Soleil. Je vous parle ensuite du roman Zalim de Karina Rosenfeld, et c'est aux éditions Scrinéo. Je vous parle ensuite du roman que je suis en train de lire, je suis en train de finir. Il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, ou Fargueton, je ne sais jamais, je pense que c'est Fargeton, et c'est aux éditions Milady. Et je vous parlerai évidemment de mes lectures à venir. Allez, on y va. Alors je vais commencer par vous parler de la BD Murena, qui donc est aux éditions d'Argo et qui a été faite par Dufaux et Delaby. Alors c'est pas la première fois que je vous en parle, hein, puisque ça fait depuis, je crois, le mois de juillet que je les lis. Et donc j'en ai évidemment parlé pendant mes précédents points lecture et j'en ai fait un petit peu, j'en ai parlé aussi pendant mes stories sur Instagram et tout ça. Donc je vais vous faire un bref résumé et je vous invite à aller voir la chronique que j'ai écrite à propos de cette saga qui se trouve sur mon blog, dont vous verrez le lien en dessous. Alors Murena est une saga de 9 tomes qui est toujours en cours et donc qui a pour cadre la Rome antique et notamment le règne de l'empereur Néron. Donc c'est une BD que j'ai absolument adoré lire, hein. Vous aurez pu le voir évidemment pendant tous mes points lecture, etc. Là j'ai lu donc le mois dernier le dernier tome paru, donc c'est le tome 9. Et j'aime beaucoup d'aspects, pratiquement tous les aspects de cette BD, que ce soit le dessin qui est juste à tomber par terre, qui est assez classique dans le sens vraiment BD franco-belge, voilà, avec un trait qui est assez sérieux, qui est très détaillé. Vous pourriez voir ça fourmille de détails, que ce soit dans les plans généraux avec les énormes les plans comme ça sur les villas ou sur les rues de Rome, quoi. C'est absolument magnifique. Les personnages sont vraiment très intéressants et donc comme je vous disais, on parle notamment de l'empereur Néron qui on finit par le connaître grâce à tout ce qui est péplum un petit peu dans l'imaginaire collectif. On se souvient de lui comme étant un empereur qui était assez paranoïaque et qui a un petit peu sombré dans la folie, et il est surtout connu pour le grand incendie de Rome, donc qui a eu lieu pendant son règne. Et ce que j'ai vraiment apprécié justement dans cette saga de BD, c'était que je m'attendais justement à ce qu'on le dépeigne sous un air vraiment très dictatorial, voilà, c'est un empereur qui est vraiment assis sur son trône de façon très rigide, etc. Et en plus avec ce côté un peu folie, un peu maladie mentale, j'avais peur vraiment qu'on en fasse presque une caricature de lui-même, et en fait non. J'ai vraiment beaucoup aimé que cette BD lui donne vraiment des aspects très humains. Voilà, c'est pas uniquement, c'est même pas vraiment un homme qui cherche le sang, qui cherche la mort, etc. Il a des côtés très humains. Il est en deuil, il a perdu sa fille et il est absolument inconsolable à cause de ça, et voilà, c'est quelque chose que je n'attendais pas dans cette BD et que j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Voilà, en tout cas je voudrais pas trop m'attarder sur cette BD là, puisque comme je vous ai dit, il y a la chronique sur mon blog que je vous invite à lire évidemment. Mais voilà, en tout cas c'est une très belle BD que j'incite tout le monde à aller lire. Vous pouvez évidemment aller l'emprunter à la bibliothèque, hein, il y a 9 tomes. Comme je vous disais, elle est toujours en cours et j'attends de voir un petit peu ce qu'ils nous réserve pour la suite, parce que c'était vraiment super intéressant. Voilà, donc c'est une saga de BD que je conseille à tous ceux qui sont intéressés par tout ce qui est BD historique ou roman historique. C'est une très bonne saga BD. Ensuite, je vous parle de la deuxième BD que j'ai lue, la deuxième saga, disons, puisqu'il y a 3 tomes. Il s'agit d'Elinor Jones, d'Algeciras et Aurore Black Cat, et c'est aux éditions Soleil dans la collection Blackberry.
Donc ici, je vous présente le tome 1 qui est en ma possession, et en fait j'ai emprunté le tome 2 et le tome 3 à la bibliothèque. A priori, je sais pas s'il y aura un tome 4 de prévu, mais en tout cas il y en a 3 qui sont sortis et que vous pouvez vous procurer ou dans les magasins si ça vous intéresse, ou en tout cas vous pouvez les emprunter à la bibliothèque. Alors cette BD là, j'ai vraiment eu une relation un peu ambivalente avec elle parce que en même temps j'aime beaucoup le dessin qui tire vers le manga, on va le préciser. Voilà, le dessin est un petit peu particulier pour voilà une BD de cette taille-là. Ça fait plus manga que BD franco-belge. Moi ça me gêne pas, hein, mais bon voilà, faut un petit peu s'attendre à ça. Les couleurs sont absolument magnifiques. Donc dans cette série, nous nous retrouvons au 19e siècle en Angleterre et nous suivons les aventures entre guillemets d'Elinor Jones, que vous voyez ici, qui est couturière et qui entre dans la grande maison des Tiffany, qui est connue pour ces balles qui font régulièrement au cours de l'année et qui sont vraiment très réputées pour voilà, la qualité de leurs robes. C'est un atelier de couture et de tailor, comment on appelle ça, de tailleur, voilà. Et elle rentre dans cette grande maison, elle a été triée sur le volet et donc elle rentre et fait partie du groupe de couturières qui est attaché à cette maison. Donc comme je vous disais, j'ai un petit peu un sentiment ambivalent envers ces 3 tomes de BD, puisque j'ai vraiment eu en fait un intérêt qui a vacillé entre les 3 tomes pour différentes raisons. J'ai eu un petit peu du mal en fait avec je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, entre l'histoire en elle-même qui est assez quand même assez sombre d'une certaine façon, et le côté le dessin manga qui fait qu'il y a une différence entre le fond et la forme qui moi m'a un petit peu distancée en fait de l'histoire. Alors c'est très joli, c'est très beau, les robes sont à tomber par terre et des fois je me demande si c'est historiquement correct, je ne pense pas, mais en tout cas on en a plein les yeux, ça c'est sûr. J'avais donc acheté ce tome-ci donc quand il est sorti, puisque en fait Aurore Blackcat c'est une artiste que je suis depuis extrêmement longtemps sur DeviantArt et sur les réseaux sociaux. Et j'avoue que ce tome-là m'avait laissé sur ma faim. J'avais trouvé imparfait et il m'avait pas forcément donné envie de continuer. Et je sais pas, je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté celui-ci. C'était quand, je saurais pas vous dire, mais c'était il y a plusieurs années. Et quand je suis allée à la médiathèque à côté de chez moi, j'ai vu qu'ils avaient le tome 2. Je me suis dit ah tiens, ça fait longtemps que j'ai lu le tome 1, je comptais pas acheter la suite, mais voilà, je serais curieuse de savoir la suite quand même. Donc j'ai emprunté le tome 2 et ensuite le tome 3 pour donc avoir lu toute la saga. Le tome 2 m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup plus, je pense que c'est mon tome préféré justement sur les 3. Voilà, on est toujours dans cette optique, voilà, il y a un bal qui est mis en avant par tome. Donc là, on a le bal d'hiver, il y a le bal d'été, je crois, tome 2, et le bal de printemps. Enfin, je sais plus, voilà, il y a un bal comme ça qui est mis en avant par tome. Et donc ce tome 2 m'a vraiment beaucoup plu. Et le tome 3, quand je l'ai lu, j'avoue que mon intérêt est retombé. Je me suis surprise, en fait, à ne pas du tout me prendre d'empathie pour les personnages. Notamment Elinor qui est pourtant le personnage principal et il lui arrive plein de trucs, notamment elle a un désordre un désordre alimentaire. Elle se nourrit pas tout simplement parce qu'elle veut on sait pas trop. Je vous ai dit que c'était un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros j'ai trouvé que les personnages étaient peut-être un petit peu trop brossés superficiellement. Et justement, l'anorexie dont souffre Elinor Jones, je trouve que c'est vraiment survolé et ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de creusage. Ça aurait mérité d'être un petit peu plus creusé, je trouve. Et justement, ils en parlent dans le tome 3 et c'est survolé comme ça, vas-y, on t'envoie des informations et débrouille-toi avec ça. Et ce qui fait que j'ai pas réussi à me prendre d'affection et d'empathie pour ce personnage-là, alors que elle avait tout pour justement qu'on s'inquiète pour elle, parce que elle maigrit à vue d'œil, elle fait des malaises, elle est très faible, elle est très pâle, etc. Et je trouve ça dommage justement de pas avoir réussi à nous faire connecter, enfin à me faire connecter en tout cas, moi lectrice, à ce personnage-là. Maintenant, c'est très beau, les couleurs sont magnifiques.
mais voilà, je trouve qu'il y a des éléments dans l'intrigue et dans la mise en scène qui auraient pu être un tout petit peu plus poussés pour être vraiment parfait. Et il y a aussi des personnages auxquels j'ai pas du tout adhéré. C'est la petite Tiffany, la petite blonde, la maîtresse de maison entre guillemets, enfin la petite maîtresse de maison parce qu'elle a, je sais même pas qu'elle a 15 ou 16 ans. Et ça aussi ça m'a paru un petit peu pas très crédible en fait, parce que c'est elle qui en fait dessine tous les modèles de robes, c'est la plus douée, c'est la plus, voilà, la tête, c'est un peu le Yves Saint Laurent de la maison Tiffany, et voilà, je sais pas, une gamine de 15-16 ans à la tête comme ça d'une grande société entre guillemets, enfin c'est quand même un truc un peu familial, hein, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça hyper crédible, j'ai trouvé ça plus manga que voilà, je sais pas trop comment vous dire ça, mais en tout cas voilà. Elinor Jones, ça a été vraiment un peu mi-figue mi-raisin, pour les raisons que j'ai expliquées juste avant. Maintenant, je sais pas si d'autres parmi vous l'ont lu et peut-être ont une lecture différente de la mienne. Ça m'intéresserait que vous me disiez ce que vous en avez pensé, là dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre des commentaires là-dessus, ça m'intéresserait de voir ce que vous en avez pensé, si c'est différent de moi ou si on se rejoint. En tout cas voilà, ça me ferait très plaisir d'en discuter. On se retrouve ensuite avec le roman que j'ai lu par la suite. Il s'agit de Zalim de Karina Rosenfeld et c'est aux éditions Scrinéo. Donc ce livre est un partenariat, ce sont les éditions Scrinéo qui m'ont gentiment contacté pour me proposer de lire ce livre et j'avoue que voilà, sur le pitch qu'ils m'ont fait de Zalim, ça m'a plutôt donné envie. En attendant, je l'ai lu, vous pouvez voir déjà la chronique que j'en ai fait sur le blog et je vais vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes ce que j'en ai pensé. Alors Zalim a été une très bonne lecture, même si je trouve qu'il y avait quelques éléments qui m'ont moins plu, mais il y a vraiment de très bonnes choses dans ce roman. Donc c'est le premier roman que je lisais de Karina Rosenfeld. Elle a une plume qui est très agréable, qui se lit extrêmement facilement, ça j'ai plutôt aimé. Il s'agit d'un livre de fantasy jeunesse. J'ai trouvé des thèmes qui étaient vraiment super intéressants et même qui étaient super modernes par rapport à ce que j'avais pu lire avant. Puisque donc on a des personnages qui sont assez forts, on a des femmes aussi qui sont vraiment mises en avant et ça c'est plutôt cool. Et qui sont mises en avant de façon justement pas forcément attendue. On a aussi un couple de lesbiennes que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça aussi c'était une belle surprise. Alors je vais essayer de vous résumer globalement en tout cas le pitch. Voilà, de ce tome-là. Donc nous sommes dans un monde un petit peu fantasy, inspiré de tout ce qui est scandinave. Nous sommes en plein milieu des fjords. D'ailleurs, les fjords vont venir, je vous préviens tout de suite. Et nous suivons donc la princesse de la première nation qui fait donc la guerre à un autre pays. Et cette nation a eu l'habitude en fait de mettre la pâtée au deuxième royaume en faisant appel à chaque fois à ce Zalim, donc ce démon-là, qui prend la possession d'un corps donc de quelqu'un, ils ne savent pas qui à l'avance, et ce démon va prendre complètement possession de cette personne-là jusqu'à complètement l'anéantir de l'intérieur en fait. Et ce démon, en général, décime tout sur son passage, de préférence les soldats de l'armée ennemie, et c'est comme ça que la guerre se règle à chaque fois, et donc il faut plusieurs générations pour que le royaume numéro 2 décide de revenir en force et d'essayer de réattaquer le royaume numéro 1. Voilà, en gros. Ça c'est un petit peu le pitch général. Je pense pas en avoir trop dit puisque ça c'est vraiment ce que vous pouvez lire dans la 4e de couverture. Il y a beaucoup de bonnes surprises, que ce soit au niveau justement de l'intrigue, que ce soit au niveau des personnages. Il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup aimé. Là où j'ai un petit peu trouvé que c'était un petit peu en arrière, je dirais, c'est au niveau de l'univers. Alors peut-être parce que c'est le tome 1 et qu'a priori donc il y a au moins un tome 2, peut-être un tome 3, je ne sais pas, mais j'ai trouvé que c'était très superficiellement brossé, alors que d'habitude justement dans le premier tome il essaie de nous en mettre à fond pour justement bien peindre, enfin bien mettre l'ambiance et bien essayer d'expliquer ce monde de fantasy. Et là justement je trouve que c'était juste... Voilà, on avait juste les informations dont vous aviez besoin pour comprendre l'intrigue de ce tome 1, et pas plus. Et ça, j'avoue que j'aurais bien aimé justement aller un petit peu plus loin pour essayer de sentir vraiment la véracité et la crédibilité de l'univers.
Donc c'est un, comme je vous disais, c'est un monde de fantasy un peu scandinave qui a des relents de steampunk. Et justement, ce côté steampunk, ça c'est un truc qui m'a un petit peu gênée, parce que c'est justement quelque chose qui m'a donné envie de lire ce livre. Et j'ai trouvé que c'était très cosmétique en fait, steampunk. Oui, alors vous avez des soldats mécaniques dans l'armée et en gros ils communiquent avec des pigeons mécaniques. Oui, bah à part ça, vous changez les pigeons mécaniques par des pigeons normaux et puis des soldats normaux. Enfin, vous mettez des soldats normaux à la place des soldats mécaniques, des automates. Ça change pas des masses quoi. Et ça, voilà, ça c'est un genre de truc où j'ai eu l'impression que bon, on va mettre du steampunk parce que c'est à la mode en ce moment, mais ça ne donne pas une couleur, enfin voilà, ça donne une couleur, je veux dire, vraiment purement esthétique, mais au niveau de l'intrigue et au niveau de, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a ça et à quoi ça va servir dans l'intrigue pour l'instant, j'ai pas forcément vu l'intérêt d'avoir mis ces éléments steampunk, à part que ça fait joli et ça fait classe, voilà. Un autre truc aussi qui m'a fait vraiment tilter quand j'ai lu ce livre, et quand je vous dis tilter, c'est que une fois que je l'ai remarqué, je ne pouvais plus ne pas le voir. C'est au niveau des descriptions, quand l'auteur ou le narrateur nous décrit à chaque fois, je veux dire à chaque fois qu'on nous décrit quelque chose du paysage, il fallait qu'on nous mette le fjord majeur, parce que donc le château d'Arendal se trouve sur donc un fjord, vous voyez. Vous tapez ça dans Pinterest ou dans Google, vous verrez ça, mais en gros, c'est une montagne, enfin c'est un glacier en fait, sur les montagnes qui donne, voilà, en général sur des lacs, qui est absolument typique de tout ce qui est voilà, en Norvège, au Danemark, etc. Il y a beaucoup de fjords. Et ça m'a limite énervée parce qu'à chaque fois, je me disais, ah tiens, il y a une petite description de décor, je suis sûre qu'elle va mettre le fjord majeur. Et à 99%, ça n'y loupait pas, quoi. Et au bout d'un moment, ça m'a un petit peu sorti de ma lecture et ça devenait presque un jeu à boire quoi. Et, je sais que va y avoir une description du décor, une description de la forêt et bim, on tombe sur le fjord majeur quoi. Et ça, je sais pas, je me demande pourquoi ça n'a pas été repéré pendant les relectures ou pendant les relectures quoi, parce que c'est hyper redondant. J'aurais dû compter faire les petits bâtonnets à chaque fois qu'on parlait du fjord majeur sans que ce soit forcément nécessaire, mais ça devenait très très lourd à la fin. Alors mis à part ça, sincèrement, ça a été une très bonne lecture. Il y a vraiment des éléments qui m'ont tenu en haleine, notamment Zalim et l'identité de son hôte. Ça m'a vraiment... Il y a un mystère autour de ça et un suspense qui est maintenu jusqu'au bout. Et rien que pour ça, je dis chapeau, c'était vraiment super bien maîtrisé. Donc comme je vous disais, il y a vraiment de très très bonnes surprises au niveau des personnages. L'intrigue est plutôt sympa, c'est bien écrit. Voilà, en tout cas, moi ça a été plutôt une bonne surprise. Donc je remercie encore les éditions Scribner de me l'avoir proposé, c'était vraiment très cool. Et écoutez, on verra pour le tome 2 quand il sortira. Ensuite, je passe à ma lecture en cours. Il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, et c'est aux éditions Milady, les éditions de poche de Brajlon. Alors comme vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose. Je crois qu'il me reste 40 pages, oui c'est ça, une quarantaine de pages avant de terminer ce livre. Je pense que je le terminerai aujourd'hui, il y a de fortes chances que je le termine cet après-midi. Donc ce livre-ci est un partenariat Brajlon, c'est le dernier de l'année. C'était plutôt une très très bonne lecture. Je suis encore en train de le finir comme je vous le disais, donc je vais garder la primeur de ce que j'en pense pour la chronique qui viendra, je pense, dans les jours qui suivent. Et du coup, pour mon prochain point lecture, je préfère attendre vraiment la fin du livre pour vous en parler. Mais sachez juste que, pour l'instant, c'est une excellente lecture que je fais. Alors pour les lectures qui vont suivre, j'ai un petit peu l'embarras du choix et pas trop. C'est qu'en fait, j'ai commencé Le Haut Royaume de Pierre Pevel, donc c'est le Chevalier, c'est aux éditions Brajlon. C'est un hardback, comme son bruit l'indique. Je l'avais commencé avant de commencer le Manon Fargeton, mais bon, ça, comme c'est un partenariat, il fallait que je lise en priorité. Pour l'instant, je l'ai juste commencé, hein, j'en suis à environ à 8% de la brique, hein, je ne sais pas combien de pages, mais il y en a 500, ouais, une bonne cinquantaine.
Je veux pas trop m'avancer puisque je vais devoir le mettre en pause, mais en tout cas, le peu que j'ai lu, ça me plaît beaucoup. Je retrouve la plume de Pierre Pevel et j'avoue que ça me faisait un bien fou. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose de nouveau de lui et c'est une plume que j'aime vraiment beaucoup et ça a été vraiment, en tout cas pour les 8 premiers pourcents de ce livre, vraiment une joie à lire, mais je pense que je vais le continuer, je verrai par rapport à la lecture dont je vais vous parler maintenant. Donc, je vous filme cette vidéo, on est le 18 décembre si je ne dis pas de bêtises, et en fait hier a commencé la lecture commune qui est organisée par Émilie Buldop, et qui a proposé de lire ensemble Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabo-Cessé, c'est donc la passe miroir, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce livre-là, ça fait, je sais pas, 2 ans, plus de 2 ans que je l'avais acheté, je ne l'ai pas encore lu, et je me suis dit, voilà, j'arrivais à la fin des héritages des rois passeurs, en une journée, je pense qu'aujourd'hui je l'aurais terminé, je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion de commencer ce livre-là. Du coup, je pense que je vais enchaîner sur ce livre-ci avant de continuer sur le Pierre Pevel. Voilà un petit peu mes plans de lecture. Bon bah voilà, mes mousquetaires, ça y est, c'est terminé. Ça a été un petit peu long, mais j'espère que je vais vous montrer un petit peu tout ça pour être un petit peu plus rapide. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, hein, s'il y a des lectures qui vous intéressent, si vous en avez lu certains, si on n'a pas forcément le même avis dessus, ça m'intéresserait qu'on en discute ensemble dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre, hein. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram essentiellement. Vous pouvez aussi visiter mon blog, hein, où je parle comme d'habitude de livres, de séries et de films. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes fêtes qui vont très vite venir. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao! Et pour certains trackers assez particuliers comme le tracker du NaNoWriMo, j'ai décidé aussi de choisir une couleur en particulier. Et comme je vous le disais dans une vidéo précédente, donc tout ce qui est écriture en belge en là, j'utilise ceci, le pilote